Bonjour. Je suis ravi et nous sommes ravis de vous accueillir pour la dernière matinale de l'Académie Savoir-Faire consacrée au verre. Aujourd'hui, donc, dans ce lieu magnifique qui nous accueille, la Maison des Océans, nous allons commencer cette matinale avec, donc, sur le thème du verre pour demain, à savoir maintenant, on parle de ce matériau depuis quelques semaines et on veut voir jusqu'où il va nous amener et jusqu'où on peut l'amener. On a juste une petite annonce sur le déroulement de la matinale. Il y avait un concert prévu ce matin de Lou Barrault qui est finalement annulé parce qu'il s'est blessé hier au poignet. Il ne s'est pas coupé avec son instrument, mais il a dû, je sais pas, apparemment il s'est fait mal et donc impossible de jouer ce matin. Nous remplacerons ce concert par des films projetés. Donc je suis ravi aujourd'hui d'accueillir Simon Pietro Di Piero, directeur du département EMC2 à Saint-Gobain Research Paris, donc, pour une conférence sur le sable, son utilisation et ses différentes qualités à destination de la fabrication du verre. Merci beaucoup. Et bonjour à tout le monde. Merci pour cette invitation à ce cycle de conférences de votre fondation. Pour faire le verre, il faut des matières premières, il faut du sable, sinon on n'y est pas toujours capable. Donc aujourd'hui, ma conférence portera sur la technicité qui est derrière ce matériau. Et j'espère de vous convaincre que c'est loin d'être banal de réussir cette mission. Bon sable égale bon verre. Durant ma conférence, je vais d'abord vous introduire au groupe Saint-Gobain. Ensuite, je vous parlerai très rapidement aussi des activités de recherche qu'on mène à plusieurs dans le centre qui est à Aubervilliers. Et ensuite, je passerai directement à vous parler du sable, des différentes caractéristiques qu'on a besoin d'identifier pour permettre au produit d'avoir la bonne qualité en sortie. Et vous allez voir que la notion de granulométrie est tout de suite importante pour obtenir la bonne qualité à l'entrée comme à la sortie, qu'il y a différentes qualités de sable et que le sable n'est pas directement exploitable tel qu'il sort de la carrière, donc il faut le traiter, et que c'est comme ça qu'on arrive à obtenir ce joli matériau qui nous entoure et qui orne notre vie au quotidien. Alors, Saint-Gobain a l'ambition d'être le leader de l'habitat durable. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous savez comme moi que 30% des émissions de gaz à effet de serre proviennent de l'habitat. Ça, c'est le chiffre officiel qu'on a en Europe. Et c'est essentiellement dû à l'utilisation du chauffage et de la climatisation. Alors Saint-Gobain a l'ambition de pouvoir limiter, minimiser, voire éliminer les émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'habitat. Comment? Grâce aux matériaux qu'on produit, qui sont capables d'isoler thermiquement nos maisons, mais aussi en réduisant et en ayant l'ambition d'éliminer complètement les émissions qui sont dues à nos procédés industriels pour pouvoir produire ce matériau. Et ça, c'est typiquement le travail de la R&D à laquelle j'appartiens. Vous avez ici une série de marques, de groupes. Je suis sûr que vous en connaissez plusieurs, que vous en reconnaissez plusieurs. Le verre plat pour le bâtiment, le transformeur pour faire le verre pour les automobiles, la laine de verre pour isoler nos maisons, thermiquement, acoustiquement, ou encore la fibre textile qui sert pour le renforcement lorsqu'on fait par exemple des ravalements chez nous. Mais aussi des produits comme le gypse, la plaque de plâtre, ou les mortiers, les enduits, qui tous ornent nos maisons. Et encore des produits et des verres de spécialité, sans oublier les distributeurs comme des marques comme Point P et la plateforme du bâtiment qui sont très connues en France. Saint-Gobain, il peut vanter 350 ans d'histoire. On est installé dans plus de 70 pays, plus de 800 sites de production et 3500 points de vente. On est 170 000 personnes sur la planète.
On est un des 5 groupes les plus innovants, et ça sans interruption depuis 10 ans. Et comme je viens de le dire, nous sommes engagés sur la neutralité carbone qu'on veut atteindre avant 2050. L'innovation est au cœur de cette démarche. Et ça se reflète, par exemple, dans l'existence de 8 centres transversaux, donc 4 en Europe, 3 en France, à Aubervilliers, à Cavaillon, dans l'Oise à Compiègne, en Allemagne, près de Aix-la-Chapelle, mais aussi à Shanghai, en Inde, près de Chennai, à São Paulo, au Brésil, et encore tout près de Boston, sur la côte ouest des États-Unis. L'innovation, c'est le marketing, la R&D. On est plus de 3600 personnes qui travaillent à plein temps sur la R&D. Et on peut ambitionner d'avoir plus de 400 brevets déposés par an dans le groupe. Alors là où je travaille, on est 470 personnes à peu près. La moyenne d'âge est de 37 ans. Donc moi, je contribue à la garder très haut, cette moyenne. Il y a 31 nationalités autres que la française, donc je contribue là-dessus aussi. 93 dépôts de brevets l'année dernière, 41% de femmes, et 86% de nos ingénieurs qui possèdent une thèse. Alors, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Gobain Recherche? Sans surprise, on s'occupe du verre. On s'occupe du verre sous le procédé en amont, donc notamment les matières premières dont on va parler tout à l'heure, ou sur les procédés de fusion, de mise en forme. On travaille beaucoup sur la fonctionnalisation du verre. Pour le rendre performant, on a besoin, par exemple, de lui déposer des couches à contrôle solaire qui permettent de minimiser la consommation de notre chauffage ou de climatisation dans nos maisons. Dans le groupe, on travaille beaucoup sur les matériaux de performance, comme les abrasifs, ou encore, permettez-moi la dérive, les monocristaux qui servent dans les instruments médicaux comme ceux qui servent à faire le PET. Et bien sûr, on considère l'habitat comme un système. Et donc, si on veut maîtriser leur performance, on a besoin de considérer la maison comme un système. D'où le mot d'habitat et de building science. Donc voilà le sable. Si je vous demande quelle est la couleur du sable, qu'est-ce que vous me répondez? Quelle est la couleur du sable? Beige. Bravo. La réponse est ça dépend. Il y a des sables rouges très célèbres ici en France, sur l'île de Groix. C'est juste devant Lorient. Je vous invite à aller le voir. J'y étais. J'étais émerveillé par cette petite île. Pourquoi les rouges, le sable à Groix? Pas partout, hein. Mais il ne faut pas le chercher. C'est facile. Il est indiqué sur toute carte. Pourquoi il est rouge? Parce qu'il est composé par du grénat, qui est un minéral rouge. C'est un aluminosilicate d'alcalin, alcalino-terreau, et qui confère cette belle couleur. À Hawaï, il y a des plages qui sont très célèbres parce qu'elles sont vertes. Donc on se promène sur du sable vert qui a cette couleur, à cause de l'olivine, qui est un silicate de magnésium et de fer. Et bien sûr, pratiquement l'ensemble des îles volcaniques de la planète, elles possèdent des plages noires. Pourquoi? Parce que c'est le basalte qui se dégrade et qui s'accumule dans ces environnements-là. Donc la notion du sable est tout d'abord une notion granulométrique. Tous les matériaux granulaires possèdent une granulométrie. La granulométrie la plus fine est celle des argiles. Puis vous avez le lemon, et ensuite vous avez les familles de sable. Le sable fin, moindre ou grossier. Après, vous avez du gravillon, des cailloux. Et c'est ça qui alimente les industries comme la mienne. Donc le sable, pour faire le verre,
Il est sur ce graphe où je montre les courbes granulométriques de l'ensemble des matières premières qui constituent le mélange vitrifiable pour faire le verre. Les sables, ce sont les deux courbes en vert. Du sable fin et du sable un peu plus grossier. Ce qui est intéressant dans ce diagramme, c'est de voir les différents ordres de grandeur. Tout ça, c'est des échelles logarithmiques dont on a besoin d'une matière première à l'autre pour fabriquer le mélange vitrifiable. Et pour ceux qui se connaissent, lorsque vous avez affaire avec des matériaux granulaires de ces granulométries si différentes, vous avez un problème de mélange. Et pour faire un bon verre à la fin, vous avez besoin d'un bon mélange. Donc on a besoin de maîtriser la granulométrie à toutes ces étapes pour pouvoir avoir un mélange introduit dans le four homogène pour avoir un produit homogène à la fin. Si vous ne faites pas ça, si vous ne mélangez pas vos matières premières, vous aurez du verre avec différentes compositions et vous n'aurez jamais de verre à vitre. Vous avez ici les compositions chimiques des verres industriels les plus communs, le verre plat, le verre creux, la fibre de verre. Et vous avez à côté, à gauche, les compositions des matières premières. Donc les barres en orange représentent le sable. Et on voit que dans tous les verres industriels, le sable, il domine à hauteur de entre 60 et 80%, ce qu'on appelle le mélange vitrifiable. Donc c'est évident que le sable, il est le maître des matériaux qui servent à fabriquer nos verres. Et alors, d'où vient le sable? Comment on fait le sable? Pourquoi on trouve du sable sur la planète? L'érosion de? Très bien, super, merci. C'est le granit. Pour faire du sable de quartz, celui qui est beige, la matière première est le granit. Le granit, c'est une roche. Elle est composée par 4 familles de minéraux. Vous avez les feldspaths, des aluminosilicates d'alcalin. Vous avez des feldspaths comme les plagioclases d'alcalino-terreux. Vous avez des micas. Et puis vous avez le quartz. Et le quartz, il constitue à peu près 30% en volume, ou en poids si vous préférez, d'un granit. Et bien sûr, c'est l'altération de cette roche, comme vous le disiez tout à l'heure, qui permet de libérer les différents composants de base de notre granit. Finalement, on fait une hydrolyse, c'est l'eau qui hydrolyse ces minéraux. Et par exemple, le feldspath, il se fait hydrolyser par l'eau et produit, cette formule un peu aberrante, n'est rien d'autre que du kaolin, une argile. Les argiles sont fragiles. L'eau qui passe au travers de ce procédé, il va libérer les différents composants. Le quartz, lui, il est insoluble. Donc il va se faire charrier par nos torrents, par nos fleuves, jusqu'à arriver sur nos plages, où on se promène, où on l'exploite. Par exemple, lorsqu'il se compacte le long de l'histoire géologique pour former par exemple du grès, qui est lui aussi une source de sable, de quartz pour faire le verre. Et alors, où est-ce qu'on trouve le granit? Cette carte géologique, elle représente notre planète. Il y a essentiellement, si vous vous en souvenez de vos études, il y a 2 grandes familles de roches sur la planète. Vous avez le basalte, qui ici est représenté par tout ce qui est bleu. Le basalte, il compose les éplanchés océaniques. C'est le jeune de l'histoire, il a juste 200 millions d'années. Et les continents, c'est des radeaux qui sont formés par du granit. Le granit étant plus léger que le basalte, il flotte. Et c'est pour ça qu'on n'a pas les pieds dans l'eau. Le granit, lui, le vieux, il a 4 milliards et demi d'années. Donc tout ce qui est rose et orange sur cette carte, c'est du granit.
Alors, pour vous montrer que ce n'est pas qu'une illustration coloriée par des géologues qui aiment passer leur temps au laboratoire, on peut aussi voir que la planète est faite pour le granit. En France, on a l'exemple de la Bretagne, on se promène sur le granit. Ici, j'ai choisi une illustration en Californie. Alors, tout ce qui n'est pas vert, en vert foncé, les conifères, et tout ce qui n'est pas bleu, le ciel, c'est du granit, à perte de vue. Maintenant, il nous faut du sable pour faire du verre. Voici comment il se présente. Ici, on est dans l'Oise, à Moru, près d'une filiale du groupe, la Samin, qui exploite des carrières dans le nord de Paris pour faire du sable qui part sur des fours de Saint-Gobain. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit plusieurs choses. Déjà, la première chose qu'on voit, c'est l'échelle. C'est grand. Il faut des milliers de tonnes. Il faut des dizaines de milliers de tonnes. Il faut des centaines de milliers de tonnes pour alimenter en permanence un four verrier. Vous avez l'échelle du camion là. La deuxième chose qu'on voit, ce sont les couleurs. On revient sur les couleurs. Vous voyez que il n'y a pas que le beige. Il y a du jaune, il y a du violet, il y a parfois du blanc. Alors pourquoi il y a différentes couleurs? C'est parce qu'il n'y a pas que le quartz. C'est tout simple. Mais il y a des argiles, il y a des minéraux de fer, il y a d'autres silicates que de la silice pure. Et tout ça, on n'en veut pas pour faire le verre. Et donc, on a besoin de le pré-traiter. On a besoin de le purifier. On le lave. Je ne rentrerai pas dans le détail, c'est un peu plus que du simple lavage. Mais on a besoin de faire 99,99999% de quartz. C'est ce que je disais en introduction. Le sable tel qu'il sort des carrières n'est pas directement exploitable pour faire le verre. Il faut le pré-traiter. Ici, vous avez une autre illustration d'une autre carrière exploitée par une autre filiale du groupe Anand, Tada, c'est près de Chennai, dans le sud du continent. C'est encore une carrière de sable. Et vous voyez que les installations industrielles qui sont déployées pour le laver, purifier, sont quand même imposantes. Et tout ça, c'est une vraie activité industrielle en soi. Parfois, on a besoin de très haute pureté de sable. Ici, j'étais sur l'exploitation de Sibelco en Belgique. Alors, vous voyez, le sable, au départ, il est beige. Et à la fin, il est blanc. Il est tellement blanc. Lorsque j'étais là, il faisait moche. Hein, il y avait des nuages. Mais j'avais besoin de lunettes de soleil pour me balader. Tellement c'était éblouissant. Donc, pour le rendre blanc, on le lave dans des bassins de décantation comme celui-là. Et puis, on fait des attritions, des flottations et on le relave. Et à la fin, on obtient des sables de quartz à plus de 99 avec tous les 9 que vous voulez derrière la virgule. Alors, à quoi ça sert faire du verre, faire du sable si pur? Par exemple, c'est pour les applications photovoltaïques. Les panneaux de silicium de nos panneaux photovoltaïques sont protégés par du verre. Sinon, ils s'oxydent. Et ce verre, il ne doit pas empêcher à l'énergie du soleil de passer et de créer les électrons qui se baladent dans le silicium. Et ce verre, il a l'ambition d'être extra clair. Pour faire du verre extra clair, il faut utiliser des matières premières extra pures. Alors ce verre-là, il a servi par exemple, ce sable à très haute pureté, il a servi par exemple à fabriquer le verre de la pyramide du Louvre. Ce n'est pas celui de la Belgique, c'est le sable de Fontainebleau, toujours en région parisienne, mais qui est aussi de très haute pureté comme celui-là. Alors si on revient à la notion granulométrique, on peut faire du sable avec le verre. C'est un produit
le sable de verre. Il est commercialisé, entre autres, par la Sama. Vous avez les bouteilles de consigne, dont on parlera plus tard dans le débat, qui, elles aussi, elles ne sont pas prêtes à rentrer dans le four, parce qu'ils ont les étiquettes, les bouchons, tout sorte de cochonnerie. Il faut les enlever, on ne les veut pas. Pour faire ça, pour optimiser ce procédé, on le broie et on en fait un sable. Vous voyez que les grains de ce sable de verre, ils font le millimètre. Et c'est ce produit-là à forte pureté qui est réenfourné dans les fours. Combien ça coûte le sable? Le sable, il ne coûte pas cher. Vous avez sur cet histogramme un benchmark de prix des matières premières qui sont utilisées en verrerie industrielle. Et vous voyez que le sable, il est tout à gauche, au même niveau que le calcaire ou la dolomie. C'est une commodity. C'est aux alentours de 30 € la tonne. Et même lorsque vous avez des sables à très haute pureté, vous pouvez attendre la centaine d'euros la tonne. Or, il y a des matières premières pour faire le verre, qui sont bien plus chères que le sable. Par exemple, ces noms-là qui vous parlent peut-être pas, le pédalite, le spodumène, sont les roches ou les matières premières porteuses de lithium, qui sert à la fois à faire les vitres céramiques, mais aussi le lithium qu'on retrouve dans nos batteries. C'est ça qui fait monter les prix. Et donc vous voyez la variation de plusieurs ordres de grandeur si on reste sur le marché des matières premières. Et ce n'est pas le sable qui contribue à des tensions sur ce marché-là. Alors, comment on enlève les impuretés dont je viens de parler? Comment on purifie nos matières premières? Je vous ai mis ici un exemple d'une dolomie qui est exploitée dans le sud de l'Italie. C'est une roche dure. Elle contient 50 ppm de fer, pour ceux à qui cela parle. Et pour le broyer, on le pollue, comme on utilise des engins métalliques, en fer. Et donc, on a besoin d'un deuxième passage pour enlever le fer qu'on a rajouté dans le broyage. Et j'aime bien cette illustration. Ça, c'est la dolomie qui passe au travers d'un magnet, un gros aimant. Et ce que vous voyez là, ce sont les particules de fer. Ça se voit peut-être pas mal, mais vous voyez, ils sont orientés selon les lignes de force du champ magnétique du gros aimant, qui recapte tout ce qu'on a mis de trop dans la matière pour la repurifier derrière. Ça veut être un exemple pour vous illustrer que c'est un vrai procédé industriel, c'est très technologique et qu'on ne tienne pas d'un claquement de doigts. Alors, on n'enlève pas que le fer de nos matières premières. On essaie d'enlever tous les minéraux qui nous embêtent un petit peu. Alors, qu'est-ce que ce graphe illustre? Tous ces minéraux-là, la chromite, le spinel, le zircon, ce sont des minéraux qui ont des températures de fusion sur l'axe des axes, et donc ils sont très au-dessus de ce que nous on appelle le point chaud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tous ces minéraux-là, ils ne fondent pas. Et d'ailleurs, on peut les trouver comme défaut. Ça, pour un géologue comme moi, c'est un joli caillou. Mais pour un verrier, c'est un défaut. Et pour vous, pour nous, lorsqu'on est client, on ne veut pas acheter du verre qui contienne ça. Parce que ça peut aller jusque-là. Donc on a besoin d'identifier dans toutes nos matières premières, à partir du sable, toutes ces espèces minéralogiques qu'on sait qui vont nous embêter durant le procédé. On arrive à mes conclusions. Je préparais un petit exercice pour vous. Est-ce que vous savez combien de grammes il y a dans 1 kilo de sable? Bienvenue au Burger Quiz. On va faire l'équipe maillot, l'équipe ketchup. Dans 1 kilo de sable, on estime 150 millions de grains. Rassurez-vous, je ne les ai pas comptés. J'ai pris un stagiaire. Bon, je redeviens sérieux. Maintenant, on va faire cette hypothèse. Vous avez 1 kilo de sable. C'est de grosses poignées.
Dans ce kilo de sable, vous avez 1 grain de chromite, c'était la petite image qui était là tout à l'heure, qui fait à peu près 300 microns de large. Maintenant, il faut savoir que pour faire une plaque de verre plat, on fabrique des objets qui font 20 mètres carrés, qui ont des épaisseurs millimétriques. Faisons l'hypothèse de 5 mm. Il faut 170 kg de sable pour faire cette plaque. Mais vous avez tout simplement fait le calcul. Si votre sable il contient 1 grain de chromite, chaque plaque de 20 mètres carrés contiendra jusqu'à 170 petits défauts ponctuels, tels que vous les voyez sur la colonne de droite. Encore une fois, c'est des très jolis cailloux, très bien colorés. Super, ils adornent ma vitrine au labo. Mais alors, mes correspondants du verre plat, ils n'en veulent pas. Parce qu'actuellement, la consigne sur les défauts est entre 1 et 2 défauts par plaque de 20 mètres carrés. Donc on est très loin des comptes. Donc on cherche typiquement un grain de chromite dans la centaine de kilos de sable. Si vous voulez ramener un message chez vous de ma conférence, ramenez celui-là. Lorsqu'on cherche à identifier et à valider les spécifications techniques d'une matière première, c'est comme si on cherche une personne sur la population entière de la planète. Ça, c'est notre niveau de qualité. Naturellement, pour faire ça, on a des instruments, comme ce qu'on appelle la table à secousses. Je ne vais pas détailler toutes ces techniques qui datent depuis des siècles et qui permettent d'identifier et de fournir une vraie carte d'identité de chaque matière première pour éviter qu'elles arrivent en production non utilisables. Et si on est capable de faire ça, on est capable de produire tous ces jolis objets que, comme j'ai dit au départ, ils ornent et on utilise tous les jours dans notre vie, dans nos tablettes, dans nos voitures, dans nos habitations, pour nous isoler thermiquement et qui nous rend plus facile la vie. Donc je vais conclure sur ce qui est la raison d'être du groupe Saint-Gobain, Making the World a Better Home. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire de la planète une maison qui est plus belle et plus durable. Et l'innovation et la R&D sont très bien placés pour faire ça. Parce qu'on est capable de concevoir des matériaux et d'amener les performances de ce matériau dans cette direction, c'est-à-dire pour trouver les bonnes solutions. Je vous remercie. Merci beaucoup. Il y a peut-être, après cette présentation assez complète, des questions donc, dans la salle. Voilà, il y en a. J'ai une question sur la raréfaction du sable. Il y a semble-t-il, des piratages. J'ai lu récemment dans Le Monde, piratage de plages qui ont été, dont le sable a été volé. Vous ne parlez pas du tout de ce phénomène et vous dites que c'est un matériau peu cher. Mais justement, je voudrais que vous parliez de cet aspect-là. Merci. J'ai lu dans la presse, comme vous, des actualités de ce genre. Je suis pas forcément le bien placé pour pouvoir les commenter. Ça existe, peut-être. Les données que je présentais ici, ce sont des données factuelles. Je pense que le premier reflet d'une raréfaction, comme vous l'avez nommé, de n'importe quelle matière, c'est son prix. Or, vous pouvez sortir d'ici, vous pouvez acheter du sable à la trentaine d'euros la tonne, comme je viens de vous le dire. Donc, je ne sais pas pourquoi on vole du sable.
Moi, j'habite dans l'Oise, à 4 km à vol d'oiseau de chez moi. Il y a une carrière de sable, le sable de Crépien-Valois. Il est exploité, 24/7. Lorsque je me balade en forêt chez moi, je me balade dans le sable. C'est un matériau qui existe partout. Le problème n'est pas la quantité. C'est le message de ma présentation. Le seul problème, qui d'ailleurs est aussi un driver de prix, c'est la qualité. Et pour obtenir la qualité, il faut mettre en place des procédés industriels pour le purifier. Bonjour. Est-il vrai que le sable de Fontainebleau, là, de Reclose, est un sable des plus renommé comme un des plus purs? Tout à fait. C'est exactement le cas. C'est un sable à très haute pureté de silice. Pourquoi? Parce que c'est un dépôt éolien. C'est du sable qui a volé, si vous voulez me passer ce terme. Et du coup, lorsque on redépose du matériau, vous avez un gradient de densité qui s'impose. Ce qui est plus lourd, il ne vole pas, ou alors il ne fait pas beaucoup de trajet. Et ce qui est moins lourd, il fait un peu plus de trajet, il se cumule là tous ensemble, et du coup, les minéraux de fer qui sont plus denses, ils ne se trouvent pas mélangés au sable de Fontainebleau, qui au passage est aussi un sable très fin, ce qui lui permet aussi au passage de se déplacer. Et c'est vrai. Et par contre, il n'est plus en exploitation à ma connaissance. Il y a des endroits où il serait exploitable, mais on le garde. On le garde, puis il y a d'autres éventuellement problèmes de redémarrage d'exploitation. On n'a pas besoin d'aller embêter les habitants de la forêt de Fontainebleau pour avoir du sable haute pureté. On peut faire des exploitations comme celle que je vous ai montrée en Belgique et qui permet d'avoir un flux de matière tout à fait conséquent. J'ai une question naïve et un peu futuriste. Est-ce qu'il sera possible demain de faire du verre sans du sable? On voit bien qu'il y a des organismes marins, puisque nous sommes dans un lieu marin, qui réalisent, alors pas du verre, mais je pensais à la nacre, et pourtant ils n'ont pas besoin d'énergie ou de genre de moyens comme ça. Et est-ce qu'il y a des parallèles à faire pour le futur avec un futur verre? Voilà. Si je comprends votre question, est-ce qu'il est possible d'amorphiser la silice? Parce que c'est ça le problème, hein. Le quartz, il est cristallin, le verre, il est amorphe. Et pour faire ça, il faut de l'énergie. Est-ce qu'on saura un jour faire comme les coquillages qui font du nacre? Il est possible. Maintenant, il faut encore me montrer du nacre transparent. Donc, si vous acceptez de avoir de verre à vitre qui n'est plus transparent, peut-être qu'on sait le faire tout de suite. Si vous voulez toujours la lumière, si vous voulez toujours de l'électricité dans vos panneaux photovoltaïques, il faudra que la transparence soit toujours là. Peut-être qu'on pourra jouer avec les épaisseurs. Si on réduit les épaisseurs d'un verre sombre, on obtient de la transparence. Mais dans ce cas, vous perdez un ténu mécanique. Il faut toujours trouver un compromis entre les deux. Mais on y travaille. Est-ce qu'à court terme, on saura faire ça sans le sable? Peut-être qu'on saura le faire avec d'autres minéraux que le quartz. Mais en réalité, j'en sais rien. Aujourd'hui, ce n'est pas prévu. J'avais une question sur l'utilisation, la consommation en eau lors du procédé de nettoyage. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour... Est-ce que ça existe des circuits fermés ou alors c'est... Complètement, ouais. Votre question est tout à fait pertinente. Et bien sûr, je ne peux pas affirmer que 100% d'eau soit entièrement dans un circuit fermé. Il y aura forcément quelques pertes. Mais normalement, oui. Compte tenu du besoin en eau qu'on a, évidemment, tout est en circuit fermé. Dans les bassins de décantation. Il y a d'autres bassins de décantation qui servent à repurifier l'eau pour la remettre dans le circuit. Et excusez-moi, hormis la consommation d'eau, quelles sont les conséquences pour l'environnement de la pureté, la recherche de pureté du sable et du nettoyage? Tout ce qu'on enlève du sable, il est normalement redirigé vers d'autres filières. Par exemple, l'argile qu'on enlève à Morue, il est renvoyé vers les exploitants d'argile. Il y a des gros tonnages qui peuvent se mettre en place. Et là, vous avez l'occasion de faire des boucles fermées. On n'est pas parfait, mais on essaie de faire ça. D'autres
impacts environnementaux, les exploitants de carrière, ils fonctionnent depuis des siècles comme ça, ils remblient, ils remplissent, ils se déplacent, ils font des forêts à la fin. Il y a des endroits qui sont des ex-carrières et qui sont complètement, du point de vue du paysage, de la réexploitation, complètement remis en état. Ça fait partie du deal. Dès le démarrage d'une exploitation carrière, on s'engage parce que dans 50 ans, dans 100 ans, la zone soit complètement réurbanisable ou réutilisable. Et aujourd'hui, on est sur une exploitation qui est plus importante que précédemment. Enfin, j'imagine que dans l'histoire du verre, c'est exponentiel. Les ressources augmentent en fonction de la demande du marché. Et le marché du verre se porte bien. Ouais. Bonjour monsieur. Bonjour. J'avais une question. Quand vous nettoyez le sable, tous les minéraux ou autres impuretés, par exemple le fer, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous leur vendez à des... comment vous le recyclez en fait et comment, ça rejoint un peu la question que j'ai eue. Le gros des impuretés du sable, c'est essentiellement soit de l'argile, soit du feldspath. Et soit il est réutilisé pour emblayer le terrain, soit si les volumes sont disponibles, on peut le rediriger sur d'autres filières. Parce que l'argile sert par exemple à faire la céramique, à faire des mortiers, à faire du ciment. L'engagement, c'est de ne rien gâcher. On essaie de s'y tenir. J'avais une question sur les propriétés du verre. Le verre, l'un de ses défauts est qu'il casse, parce qu'il n'a pas de flexibilité. Est-ce que dans vos recherches et développements, on a vu que Tesla essayait de développer, sans réussir, puisqu'il y a une boule de pétanque qui passe au travers, du verre incassable? Est-ce que dans votre recherche et développement, vous êtes en train de travailler sur, non pas l'élimination, mais la diminution de ce risque de casse, en lui donnant plus de flexibilité? Et est-ce que ça marche? Vous savez que Verallia, actuellement, le producteur de bouteilles en France, en Europe, il faisait partie du groupe. Et lorsque je suis arrivé en R&D, il y avait des études pour Verallia pour en faire la bouteille incassable. Si j'ai bon souvenir, mais je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois qu'on réussissait à ne pas faire casser une bouteille qui tombait depuis la hauteur d'une personne. Au-dessus, ça casse. Le renforcement du verre est un vrai thème. Pour le verre à vitre, il n'y a pas de développement sous le verre, si vous voulez, standard, le silicone sodocalcique. Mais pour rendre le verre mécaniquement résistant, il y a des procédés. Il s'appelle la trempe chimique. Par exemple, pour faire les verres des pare-brises des avions, on les fabrique d'une certaine manière, ils subissent encore une étape de trempe chimique. Alors qu'est-ce que c'est la trempe chimique? C'est un échange ionique. On met un cation dans le verre et on le remplace avec un autre via un bain chimique, si je peux faire simple. Et ça durcit le verre. Le verre de nos cockpits, déjà c'est des verres feuilletés à plusieurs strates, avec du PVB au milieu qui le rend encore plus résistant. Et là, le problème, c'est l'impact, les impacts des oiseaux. Ils doivent résister aux impacts des oiseaux, sinon on ne volerait pas. Pour le verre bâtiment, le renforcement du verre est obtenu par le feuilleté et par la trempe. Mais on n'a pas les mêmes spécifications d'un verre de cockpit. Pour des applications très spéciales, ce n'est pas le verre qui va faire ce boulot, c'est la vitrocéramique. Et on est capable de faire des vitrocéramiques transparentes ou moins transparentes, ça dépend si on a besoin de transparence. La vitrocéramique, on l'obtient par produire un verre d'abord et qu'on recristallise derrière. C'est ce qu'on a à la maison, les plaques de cuisson, c'est la vitrocéramique. On peut avoir des applications, on obtient un matériau similaire pour les blindages par exemple, qui sont capables de retenir des balles de pistolet. Donc c'est un renforcement, du coup ce n'est plus un verre. Bon, je crois merci beaucoup en tout cas pour cet exposé.